Bonjour et bienvenue à votre émission Le Tribunal de l'actualité, une émission de décryptage et d'analyse de l'actualité. Merci de nous recevoir chez vous à travers les médias leaders Tweet TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et WhatsApp. Et nous sommes également sur Facebook et je l'ai dit à YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Et sur ce plateau, je suis en compagnie des juges au siège. Bernard Bougouma Geoffroy Baha, bonjour. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Baha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. D'accord. Le 9 mars 2020, le Burkina Faso enregistrait ses premiers cas de Covid-19. Une année après, la pandémie n'est toujours pas encore maîtrisée. Et il faut dire qu'en réalité, cette crise a révélé, je dirais, la vulnérabilité de notre système de santé et surtout la capacité de résilience des populations. Quel bilan dresser une année après justement cette crise sanitaire? Et pour en parler, nous avons aujourd'hui à la barre le docteur Charlemagne Konombo, incident manager pour le Covid-19. Il sera dans un instant sur ce plateau, mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons commencer avec le juge Bougouma. Merci, président. Mon avant-propos va concerner deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors, le Sénégal, avec ce qui s'est passé, la mobilisation a été plus ou moins suspendue, mais c'est un Macky Sall qui sait que bon, le troisième mandat s'est terminé, mais en même temps, ça révèle aussi que vous ne pouvez pas berner tout le peuple, tout le temps. Ça a commencé par Karim Wade, avec tout ce que les uns et les autres n'aimaient pas sur la famille Wade. Ça a été facile, la manipulation était beaucoup plus facile là-bas. Et ensuite, Khalifa Sall, le maire de Dakar, et ensuite, on arrive à Sonko. Donc, le peuple dirait, mais il y a un problème qui ne va pas. Alors que dans vos rangs, vous-même vous êtes soupçonné de malversation, dans vos rangs il y en a, mais personne n'est inquiété. Et c'est quand quelqu'un émerge comme un potentiel opposant que il s'y prend hautement avec les mœurs, ou bien il y a des malversations, ou il y a des détournements, ou il y a ceci, ou il y a cela. Donc c'est trop gros pour que ça passe effectivement à un moment donné. Donc la ruse, la roublardise, c'est vrai que c'est des armes, il y en a qui l'utilisent en politique, ça peut réussir un temps, mais ça ne peut pas réussir tout le temps. Parce que vous gouvernez des gens également qui regardent et qui ont également en mémoire votre passé très récent, auprès de qui vous avez sollicité soutien, demandé qu'ils sortent pour marcher, pour que la démocratie s'installe. Et vous devez votre pouvoir dû à l'engagement de ces gens-là. Et à un moment donné, quand vous arrivez, à défaut de faire mieux, faites la durée constitutionnelle de ce qui vous est imparti et puis vous libérez le plancher. Mais vous arrivez, non seulement vous ne sont pas satisfaits de votre gouvernance, mais s'il faut encore trouver d'autres parades pour pouvoir s'éterniser, ça peut marcher dans certains pays, mais dans d'autres pays, ça ne peut pas marcher. Et le Sénégal, parlant de virginité, c'est en Afrique occidentale, francophone, pas encore eu de coup d'État. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que monsieur a eu, qu'est-ce qu'il a appris pour effectivement s'aventurer dans ces choses-là, pour mettre à mal la stabilité, la démocratie du Sénégal. Le Sénégal n'en avait pas besoin. Donc si lui-même il prend exemple sur ces dévanciers, les relations entre Senghor et Diouf à un moment donné, comment ça s'est passé, les relations entre Diouf et Wade à un moment donné, comment les choses se sont passées, je pense que ça pourrait instruire Macky Sall, qui est aussi le fils politique de Abdoulaye Wade. Donc c'était mon premier avant-propos. Le second avant-propos, alors on apprend, je ne sais pas si c'est une fausse info, que Hachi aussi a fait un malaise. Donc tout porte à croire que le fauteuil premier ministériel ivoirien, il fait peur quoi. D'abord il y avait une caricature où vous voyez le président Alassane qui pousse Hachi vers le fauteuil qui ne veut pas aller.
Et aujourd'hui, en tout cas hier, nous avons appris qu'il y a eu un malaise qu'il a fait. Un malaise. Maintenant, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? De toute façon, on en saura davantage. C'est pas confirmé des sources officielles. Mais bon, même pour Ambak, ça a commencé comme ça. Jusqu'à ce qu'on dise que oui, c'est vrai. Et même l'évacuation, ça a été dans l'omerta totale et finalement il a été évacué et tout. Donc j'espère qu'il va mieux. Mais à ce rythme-là, le président américain à un moment donné de cumuler le poste de président et de vice-président. Si il y a des malaises qui doivent emporter les premiers ministres, ou bien il faut exorciser la chaise premier ministérielle. C'est tout ce que j'avais comme avant-propos. Merci, Juge Bourma. Geoffroy Avara, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette convocation? Oui, j'aurai deux éléments, mais je vais commencer d'abord par rester en Côte d'Ivoire, comme c'était ce par quoi terminait donc tout à l'heure donc le juge Bourma, et les résultats qu'on a qui sont tombés, on voit que il y a le Pougon qui est quand même un bastion fort qui bascule à l'opposition. Il y a le RHDP qui a sa majorité, mais moins bien intéressante plutôt que celle de 2016. Cette fois-ci, se trouve à 137 députés. C'est 54% de sièges qu'on a à l'Assemblée nationale, donc sur les 255. On a une opposition, quand vous regardez PDCI, tandem FPI, qui s'en sort avec 50 députés. Je pense que le FPI seul en a 8 et le PDCI, je ne sais pas, on dirait des 31, quelque chose comme ça, parce qu'ils en ont ensemble 81. Donc je veux dire que ça, et puis il y a des indépendants qui sont présents, et voilà. Donc quand vous regardez, il y a une bonne redistribution des cartes, mais on se rend compte que pour le FPI qui a eu la politique de la chaise vide pendant longtemps, je parle de la branche Gore, Gbagbo ou rien, on se rend compte que c'est peut-être qu'ils peuvent se gargariser de ce que même en revenant, ils ne sont pas ridicules, mais ça veut dire que s'ils étaient restés dans le jeu politique jusqu'à maintenant, d'une certaine façon, pas forcément la présidentielle, mais sur des législatives et autres, ils auraient pu exister autrement et peut-être qu'ils auraient conservé un certain électorat. Mais je pense que ça, c'est une leçon aussi qu'ils auront à tirer de leur côté. Et puis, il y a à côté du RHDP de comprendre que ce n'est plus si tranquille que ça et que l'hégémonie s'affirme forcément de moins en moins. Et je suis convaincu que Alassane va rôder davantage sa machine parce qu'il sait très bien que même s'il bat, il ne faudrait pas que ça passe dans l'autre camp parce qu'il sait ce que cela pourrait avoir comme implication. J'ai dit que j'avais deux avant-propos. Je vais revenir au Burkina Faso avec le mouvement qu'on a eu hier. C'était le lycée Marianne Gouabi. Les jeunes qui se sont courroucés contre le décret qui a été pris récemment qui confie l'organisation du baccalauréat au ministère de l'enseignement secondaire. Et ils se plaignent de ce qu'ils auraient appris que même pour aller à l'université il faut encore un autre test, et pour eux c'était vraiment pas normal. On a entendu beaucoup de propos, notamment de ces petits jeunes là qui disaient par exemple que on ne peut pas changer les règles pendant le cours du match. Il y a même qui ont parlé d'immaturité. Bon, venant de gamins, bon, on s'est dit bon, mais ça faisait un peu sourire, mais je pense que ce qu'ils disent mérite quand même d'être écouté. Ils disent qu'ils n'ont même pas été consultés, mais c'est pas trop cela, mais ça leur tombe un peu dessus comme ça. Donc je veux dire que c'est peut-être quelque chose à écouter et puis à prendre en compte, parce que ce sont des craintes de ceux qui auront à passer ce baccalauréat là notamment. Donc je pense que ça serait intéressant, peut-être que c'est le manque, c'est la communication qui manque, mais s'ils échangent et s'il y a il y a comment dire cela, de bons échanges autour, peut-être que ça va permettre de mieux faire comprendre aux uns aux autres les enjeux de cette donne nouvelle là, et puis dissiper quelques incompréhensions. Mais il ne faudrait pas oublier que même dans le monde enseignant, il y en a qui avaient déjà, et ça on l'a vu dans certaines colloques, attirer la sonnette d'alarme, qui trouvait illogique le décret qui a été pris. Donc l'un dans l'autre, ça veut dire que ça ne fait pas forcément l'unanimité. Donc il y a intérêt à communiquer sur la mesure et puis comprendre quels sont les avantages à passer de l'ancienne situation à celle nouvelle. Sinon on ne change jamais pour changer. Si on change, c'est pour améliorer. Il faut bien expliquer pourquoi.
D'accord. Merci, monsieur le juge, pour ces différentes clés de lecture. Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet. Je le disais à l'entame de cette émission. Depuis le 9 mars 2021, le Burkina Faso a franchi le cap d'1 année dans la lutte contre le Covid-19. On l'a dit, une année après, la pandémie n'est toujours pas maîtrisée. Et cette crise a permis justement de révéler la vulnérabilité de notre système de santé et aussi la résilience des populations. Quel est l'état des lieux de cette maladie au Burkina Faso et quel regard porter sur la riposte durant ces 12 mois de crise. En tout cas, sur ce plateau, nous avons convoqué à la barre Dr Jean-Charles Kondombo. Il est incident manager au Covid-19. Mais comme vous le constatez, notre invité n'est pas sur ce plateau. Mais le sujet, il est majeur. Nous allons l'enrôler pour cette convocation. Effectivement, juge Bougma, quand on regarde en 2020, le 9 mars précisément, quand on enregistrait les premiers cas, le Burkina Faso subissait déjà 2 crises, la crise sanitaire et aussi ce qu'on avait comme crise humanitaire. Est-ce que c'est pas cela qui a peut-être, je dirais, aggravé le cas du Burkina Faso, parlant justement de cette crise sanitaire qu'est le Covid-19? Merci. Bon, personnellement, avant de commencer, je voudrais en tout cas avoir une pensée spéciale pour toutes les victimes, mais aussi pour monsieur et madame Karambiri, parce que c'est le couple qui a été officiellement identifié comme les premiers qui ont envoyé la Covid-19 au Burkina Faso. Alors, j'ai dit officiel, rien ne prouve qu'avant eux, il n'y en a pas eu, mais bon, étant donné que c'est le cas officiel, on s'en tient à ça. J'ai dit courage à eux parce que ça n'a pas été aussi simple. Quand on a entendu certains Burkinabés parler, c'est comme s'ils ne venaient pas avec ça, ça n'allait pas venir. Je n'ai pas dit que ils ont bien fait ou pas. Mais je pense aussi qu'on a été très dur parce que d'une façon ou d'une autre, c'est venu ailleurs que pas par des religieux seulement. Mais voilà. Donc, mais bref, la parenthèse est passée. Je pense qu'il en a souffert, mais il a pu se relever. C'est l'essentiel quand on écoute dans ses propos. À un moment donné, on sentait qu'il n'était pas content d'avoir été désigné officiellement comme premier cas. Mais si vous êtes officiellement désigné, vous supportez, vous assumez. Bref, maintenant pour revenir à votre question par rapport à savoir si c'est compte tenu de la crise sécuritaire que chez nous ça a été beaucoup plus fort, je pense que quand on regarde également les chiffres, on ne doit pas aussi trop se plaindre. On ne se compare pas au mauvais, c'est vrai, mais en termes d'impact, en termes de choses de résilience, bon, je pense que les premières mesures ont permis quand même de contenir les choses. Deuxième chose, les premières mesures. Ensuite, passé l'étape des mesures, il y a eu que les uns et les autres avaient déjà peur. Donc la crainte de la maladie a été aussi pour beaucoup dans le comportement. Donc une crainte qui a fait que les gels hydroalcooliques ont disparu les plus enflammés, le cache-nez pareil, le couvre-feu dans ces premiers moments respecté à la lettre, les lieux de culte fermés, pour avoir fréquenté certains lieux de culte vers la fin même vers le moment de la prise de la décision, mais les lieux de culte ont commencé même à être désertés d'eux-mêmes. Ça, j'ai vécu ça. Vous arrivez, les uns les autres sont vous éternuez, vous toussez, c'est fini. Le voisinage il bouge, ou bien il manifeste que bon, il faut quitter les rangs. Donc déjà la crainte, la peur de la maladie, parce que les médias en avaient déjà suffisamment parlé, envoyé en Europe, en Chine, où les autres courent avec les brancards transportant soit des patients, soit des personnes qui n'ont pas survécu effectivement à la maladie. Donc toutes ces images-là ont frappé de plein fouet l'Afrique. Et ensuite, il y a eu l'impact de certains leaders d'opinion. Je me rappelle des propos de Bill Gates. On était en février. On était en février quand Bill Gates disait que si la maladie à coronavirus venait en Afrique, ça va être l'hécatombe, ça va être une catastrophe parce qu'il n'y a pratiquement pas de système de santé dans nos pays. C'était également le discours de l'OMS. Oui. Donc, je parle de personnalité. Je ne parle même pas d'abord des organisations internationales. Je parle de la voix des personnes qui comptent dans certains et qui étaient à un forum qui parlait de ça et qui décrit un système de santé désuet, inexistant en Afrique et qui dit il faut craindre que le virus ne franchisse pas les frontières de l'Afrique. Sinon, c'est la catastrophe. Après, effectivement, les organisations internationales sont montées au créneau, l'OMS et autres, pour dire si ça vient en Afrique, c'est pas bien. C'est pas bien, voilà ce dans quoi, effectivement, nous nous sommes trouvés. Donc, dans la crainte, dans la peur, et puis
Voilà. Donc, cette peur a fait que nous sommes finalement retrouvés dans cette situation. Et ça a joué aussi. Donc, les mesures ont été prises. Est-ce qu'on a été... Alors, quand on regarde aussi les chiffres, comparés aux pays voisins, aux autres pays, je pense qu'on n'est pas aussi trop à plaindre. Et ce qui est, au moment où on n'était pas content du système, où on estime que le système n'était pas ça, c'est en ce moment qu'on est félicité par d'autres pays, que des médias vous font un travail sur le Burkina et disent que le Burkina fait partie des pays africains qui ont pu effectivement trouver des voies et moyens qui étaient positifs par rapport à pouvoir effectivement contenir la menace. On a été félicité curieusement par d'autres pays, et je dis bien des médias, on fait des écrits pour dire le Burkina Faso a mis, bon, ça n'est bien sorti. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a eu pas mal il y a eu beaucoup de ratés, d'incompréhension, la communication n'a pas été suffisante par moment. Il y a aussi eu la manipulation à un moment donné. Donc, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a su tout de même être résilient quand on voit ce que les jeunes ont fait, ce que les femmes ont fait, ce que les organisations ont fait, et tout ceci a contribué. Maintenant, est-ce que le contexte sécuritaire a fait en sorte qu'il y ait les chiffres ont galopé? Non. Au contraire, je pense que les chiffres ont galopé après la campagne électorale. Nous allons revenir sur cet aspect-là. Alors, juge Vaha, je le disais, une année après, cela mérite justement qu'on jette un regard sur ce qui a été fait dans cette lutte contre le Covid-19. Bernard Bourma revenait sur les premiers moments de cette crise-là, quand on voit le contexte d'apparition de la maladie. Effectivement, les premiers moments ont laissé montrer une impréparation du système sanitaire, à tel point qu'on avait vraiment peur de ce que cela pouvait donner, je dirais, en termes de chiffres et justement de rebond de la maladie. Déjà un mot par rapport au premier moment de la maladie, comment cela a été fait sur le plan communicationnel pour préparer les populations? Je pense qu'au début, il faut se rappeler que tout le monde suivait la chose un peu de loin. On se disait c'est d'abord, comme le disait même Donald Trump, un virus dont la provenance est chinoise. Il lui a même donné une nationalité, tout ça. Il dit c'est une maladie chinoise. Mal lui en a pris parce que dans ce qui est avéré après, dans son insuccès à la présidentielle, on sait très bien que la façon de gérer cette pandémie-là n'a pas été du goût du nombre d'Américains. Et pour revenir au cas burkinabé, on suivait donc cela de très loin, et puis après ça a commencé à se rapprocher petit à petit. On a eu des cas dans nos pays voisins, et puis on attendait de voir si le Burkina allait être épargné. Et puis un matin, on nous annonce, c'était le 9 mars, je pense, qu'il y avait 2 cas chez nous. Et je pense qu'il fallait attendre jusqu'au 11, après plusieurs révélations sur Internet de l'identité, notamment des malades, qu'on ait un communiqué qui nous dise que c'était le couple Karambiri qui avait séjourné, je pense c'était quelques temps avant, à Mehouse pour une rencontre de prière et d'évangélisation, au cours de laquelle même le pasteur avait été l'un des orateurs centraux. Et on sait que pour ce qui est de ce regroupement, il y avait plus de 2000 personnes, il avait été reconnu en ce regroupement-là un foyer de Covid. Plusieurs cas en avaient été sortis. Donc la probabilité pour que le pasteur ait été touché était très énorme. Mais en temps, il était rentré au pays, et puis selon certaines indiscrétions, il avait même fait quelques prêches à son église et tout. Donc quand l'identité a été révélée, évidemment que c'est parti comme une traînée de poudre, et puis tout le monde avait cette question-là du bout des lèvres. Mais écoutez, ceux qui sont allés prier là-bas, est-ce que, voilà, c'est parti comme ça. Et puis, n'oublions pas aussi que lorsque les critiques sont montées, parce que là-dessus, il faut reconnaître que certains on comprenait aussi un peu la colère, parce que il y avait ce virus-là qui faisait peur, il y avait les mesures qui nous étaient annoncées pour, on va dire, barricader plus ou moins le pays et amoindrir au maximum une
une quelconque pénétration de la maladie. On s'est dit, mais comment ça s'est fait que, on a un foyer qui a été découvert, auquel l'un de nos compatriotes a eu à participer, et puis même plusieurs temps après, ça ne nous inquiète pas qu'il en soit venu et tout. Bon, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de questions comme ça qui sont posées au départ et qui a nourri la frustration de beaucoup de Burkinabés, ce qui pourrait se comprendre. Mais vous savez, on ne choisit pas de tomber malade, hein, c'est pas des choses qu'on choisit. Maintenant, il y a aussi, même dans la désignation du couple Karambili comme premier cas, une frustration aussi née chez le couple, et notamment chez le pasteur. Vous le rappelez, au détour d'une des sorties, à demi-mot, il disait qu'il n'était pas sûr d'être le premier cas. Donc ça aussi, on l'avait compris. Donc ça mettait déjà à mal la communication qu'il y avait autour du début de la maladie déjà. Ça, c'était aussi une réalité. Et puis qu'on ne veuille pas d'abord au départ donner l'identité, ça posait problème pour beaucoup. Mais vous savez que, sous nos cieux, quand vous parlez à une personne, quelquefois vous avez parlé à tout le monde. Et c'est parti comme une traînée de poudre. Et le communiqué n'est venu que confirmer ce que tout le monde savait déjà, un peu via Internet. Maintenant, il fallait rattraper les choses. Et puis, moi, je pense que au départ, il y avait, on pourrait dire, un genre de, je dirais pas cacophonie, mais on était un peu largué face à la maladie. À tous les niveaux. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. On pourrait dire que ceux qui avaient à charge de gérer cette période de crise-là entraient dans une situation qu'ils ne connaissaient pas, face à une maladie dont on connaissait peu de choses, et puis qu'il fallait découvrir, et dans un contexte qui est le nôtre, qui est celui où l'infrastructure hospitalière n'est pas si armée que cela. Ça, au moins, tout le monde convient de cela. Alors qu'on se rend compte que dans les pays où la maladie était en train de frapper, il y avait des éléments que vous devriez avoir. C'est-à-dire un service de réanimation qui soit au top, des services de réanimation qui soient au top, avec tout ce que cela demande comme investissement préalable, avec des gaz et tout, plein d'éléments que cela demande, qui coûtent vraiment cher. On a vu après même les estimations pour seulement pour avoir un lit d'hôpital avec tout ce que vous voulez comme confort infrastructurel autour et matériel, ce que ça coûtait. Ce n'était pas donné. On s'est dit, et nous avions tous peur avec les futurs noirs que nous prédisait l'OMS, est-ce qu'on va pouvoir tenir? Donc on était dans une situation de psychose dès le début. Et Dieu merci, on nous disait qu'il y a plusieurs solutions. Pour ne pas en arriver à la situation des autres, il faudrait qu'on accepte de se laver les mains tous les jours, ce qui est accessible pour nous, au savon. La distanciation sociale, voilà comment le problème commence à se créer. La question de distanciation sociale, il y a un certain nombre d'éléments. Alors que, quand vous prenez le cas des Burkinabés, comme la plupart des pays africains, nos liens sociaux sont très forts. Et nous avons une façon de vivre ensemble qui est aux antipodes de ce qu'intime en termes de précaution la maladie à coronavirus. Si vous voulez stopper sa propagation, il faut changer vos habitudes, il faut changer votre mode comportemental. Et ça devenait difficile. Et il y avait aussi les incrédules qui disaient « Ah, ça n'existe pas, mais c'est une maladie de blanc. » Et à côté de l'incrédulité, puisqu'il n'y avait pas de remède et que tout ce qu'on vous demandait c'est de vous laver les mains, il y en a qui trouvaient que c'était trop facile et que nos petites racines, en tout cas, parvenaient à guérir le mal, parce qu'il s'apparentait très fort dans sa façon de s'exprimer avec l'Africain à un palu. Donc, pour peu que vous ayez quelque chose qui puisse soigner votre palu, ça peut être traité. Donc, c'était un peu dans ce contexte-là qu'il fallait communiquer sur les mesures barrières, mais en même temps, qu'il fallait décider d'un certain nombre d'éléments qui allaient impacter fortement, non pas seulement la vie sociale, mais aussi la vie économique. Et donc du coup, l'enjeu devient fort. Parce que pendant que vous commencez à compter vos premiers cas, et que vous voyez comment est-ce que les autres sont en train d'en mourir ailleurs, vous craignez d'abord d'être dans les mêmes proportions, sachant que vos infrastructures hospitalières ne peuvent pas y répondre. Et vous vous rendez compte que ceux qui ont été l'épicentre, là où on commençait à connaître un genre dans les chiffres, on voyait qu'il y avait un genre de stabilisation. Ils disaient que c'est parce qu'ils ont commencé à observer les mesures barrières et qu'ils ont mis même en quarantaine un certain nombre de zones.
Et que pour ce qui est des regroupements, ils ont tenté de réguler les choses en sortant des textes, en se disant que les gens doivent rester chez eux, ceci et cela. Donc vous dites, voilà des mesures qui cassent la propagation de la maladie. On n'est pas encore dans la même proportion qu'eux. Est-ce que c'est pas mieux de les appliquer ici et maintenant pour ne pas qu'on soit dans le pire? Alors que vous savez les incidences que cela a. La plupart des ménages, quoi qu'on dise, vivent pratiquement au jour le jour. Arrêtez de sortir aujourd'hui, demain, c'est ne pas manger après-demain. C'est ce que ça signifie. D'accord. Alors, c'est vrai que vous êtes maintenant dans ce contexte. Vous êtes revenu sur les mesures qui ont été prises au premier moment. C'était un phénomène nouveau. Il fallait donc parler au plus précis. On a vu des mesures drastiques qui ont été prises par le gouvernement. Il y a notamment le couvre-feu, la fermeture des frontières, on a la fermeture des écoles et des marchés. Geoffroy le rappelait tantôt. Alors, quand on regarde un peu ce qui a été pris et avec le recul, est-ce que ces solutions ont été appropriées justement à la situation, surtout à ce moment-là, quand on regardait ce qu'on avait en termes de nombre de cas? Mais il faut dire que le Burkina n'avait rien inventé aussi en son temps. Le Burkina a fait comme tous les autres pays le faisaient. En Afrique de l'Ouest, je crois que c'est le seul, le Bénin, qui a refusé les mesures drastiques, qui a refusé le couvre-feu et tout et tout. Sinon, les autres pays ont fait pareil. Couvre-feu, interdiction de sortir des grandes villes. Donc, on ne pourrait pas quitter Ouaga pour aller au-delà sans... Donc, les mesures de quarantaine, c'est à peu près la même chose. Maintenant, accompagnement financier dans bien d'autres domaines, électricité, ceci. Donc, j'ai dit c'est à peu près la même chose. Et nous, quand un président sortait pour parler, on dit notre président n'a pas encore parlé. Tel président a pris ici, notre président n'a rien dit pour le moment. Donc, en réalité, on n'a pas inventé de solutions. Nous avons fait comme les autres. Mais je pense aussi que la discipline des Burkinabés a été pour beaucoup. À telle enseigne que quand certains ne respectaient pas le couvre-feu et étaient pris et bastonnés, sur la toile, vous voyez que l'opinion est divisée. Même les autorités sont divisées par rapport à la perception de cela. Nous sommes dans une situation d'épidémie qui ne pardonne pas. Et donc, on instaure un couvre-feu pour la santé, donc la sécurité des uns et des autres. Vous trouvez le moyen de les enfreindre à vos risques et périls, mais en prenant des risques également pour la vie des autres. Donc, il y avait, mais maintenant, où le Burkinabé était divisé, c'est par rapport à la méthode pour pouvoir contenir ces choses-là. Est-ce qu'il y a une loi qui encadre? Est-ce que parce que vous avez les spécialistes également qui disent que ce n'était pas adossé sur les éléments juridiques, qui estiment que, comment on appelle ça, l'état d'urgence sanitaire n'était pas déclaré, c'était telle loi qui a été, telle loi qui n'a pas été. On a passé aussi du temps sur ces bagarres de droit et tout et tout. Mais il y a le Burkinabé lui-même qui au départ, par peur, a accepté. Mais à un moment donné, quand la peur a commencé à quitter, quand sur le plan psychologique, les Burkinabés ont commencé à vaincre la maladie, vous avez vu que les choses ont recommencé. C'est d'abord la maladie des riches, il faut sur la climatisation pour l'avoir. D'ailleurs, il n'y a même pas de corona au Burkina. Les autorités mentent pour avoir de l'argent. C'est ceci ou cela. Là aussi, on a entendu. Donc, ailleurs aussi, on a entendu ça. Donc, il a dit que ici, j'ai dit bien, la discipline des Burkinabés y a été pour beaucoup. Mais les religieux ont même devancé le gouvernement dans la prise de décision de fermer les lieux de culte. D'abord, le gouvernement le communiqué du gouvernement ne dévoilait pas l'identité. On dit que c'est un couple religieux. C'est eux, à travers la page de leur Facebook, de leur, comment on appelle ça, de leur centre d'évangélisation, qui a publié, qui a rendu ça public. Il n'avait pas, le gouvernement a dit couple de religieux. Ensuite, quand cette étape est passée, Karambiri et ses fidèles ont pris la responsabilité sur eux également de fermer le lieu de culte là en question. Après, je crois que c'est l'église catholique qui est rentrée dans la danse, l'a fermée et puis la communauté musulmane. Avant maintenant que le gouvernement ne vienne, mais déjà les décisions avaient été déjà prises par les religieux. Je dis ça, c'est un niveau également de responsabilité qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais à l'ouverture, c'est la pression maintenant de la rue
qui a fait ouvrir les lieux de culte. On a vu la manifestation au niveau de la communauté musulmane avec des délais qui ont été donnés aux autorités musulmanes d'ouvrir, sinon, voilà, parce qu'il y avait aussi le temps du jeûne de Ramadan qui venait. Donc ça, on a vu ça. Et quand l'État a autorisé la rouverture, toutes les communautés n'ont pas également ouvert au même moment. Je crois que la dernière à ouvrir aussi, c'est l'Église catholique, qui s'était donné du temps, des infections, de réorganisation et tout, avant également que les fidèles ne puissent avoir accès aux portes des églises. Donc, mais ça, j'ai dit, c'est la responsabilité d'abord des Burkinabés. Après, il y a des brebis galeuses, mais bon, comme dans toute nation, même en Europe, vous avez des gens qui enfreignent au couvre-feu, qui frôlent pour sortir. Bon, c'est vrai que là-bas, il y a un autre niveau de surveillance, caméra et tout, mais c'est pas que les uns et les autres sont d'accord, qui mettent la pression parce qu'il y a une économie qui est en train de mourir. Les lieux, surtout le domaine culturel, les salles de spectacle, là-bas comme ici, les restaurants subissent le même problème. Donc il y a un impact économique effectivement là derrière. Après l'effet de surprise, il fallait faire face à la question de la prise en charge des malades. La question s'est posée notamment avec le mode opératoire, avec quoi faut-il soigner les malades. Le débat s'est surtout accentué quand on a eu les premiers cas de décès. Cela a même coûté le poste au premier coordinateur de la riposte. Déjà un mot par rapport à cette question-là, Juge Var. Oui, en fait, c'est que je crois aussi qu'à un moment donné, il y avait, c'est vrai, la psychose et puis il y avait une pression forte que chacun sentait un peu sur, parce que c'est une question de vie ou de mort. Et puis, on se dit que celui qui, dans sa fonction régalienne première, devrait nous sécuriser pour ce qui est de tout cela, c'est bien l'État. Donc, on regarde bien dans ce qu'il met en branle en termes de réponse, et puis on regarde aussi à côté ce qu'ils sont en train de mettre aussi en branle en termes de réponse. Quels sont les moyens qui sont mis, et puis il faut dire, encore une fois la vérité, c'est qu'à un moment donné, il y avait une certaine cacophonie. Sur des avions qui sont arrivés avec des malades, pas de malades, alors qu'on disait que l'aéroport c'était ceci, c'était cela, et c'était à un moment donné où même ceux qui se disaient non, c'est une invention, on commençait à se dire, ah, l'affaire elle est sérieuse, parce qu'on avait un centre où il y avait de temps en temps des personnes qu'on connaissait qui y allaient, et on avait des témoignages de ce qui s'y passait. Et vous savez, avant même qu'il y ait la question de Covid-19, il y a, je parle encore de la question de nos infrastructures hospitalières qui pose problème. Et avec le Covid, c'est devenu un peu plus grave. Avec ceux qui avaient des problèmes de respiration et un certain nombre d'éléments, difficile d'aller trouver un centre où vous pouvez avoir réponse. Ça a commencé à devenir délicat. Et donc, tout cela mis dans l'autre, vous savez, nos journaux aussi ont été le relais de beaucoup d'histoires liées à cela. Quelquefois de cas de Covid ou de personnes qui ne sont pas forcément atteintes de Covid mais qui traditionnellement fréquentent certains centres et qui n'ont plus accès à ce à quoi ils devraient avoir droit du fait de leur état de santé, parce que le Covid était devenu la Covid était devenue la préoccupation. Eh bien, tout y était dévolu et eux commençaient à avoir des soucis. Ça, on s'en est fait le coup dans nos colonnes. Donc du coup, petit à petit, les gens se disaient, mais attends, comment est-ce que c'est géré l'affaire? Et vient la question du premier cas où on se rend compte qu'il y a encore une polémique sur c'est un décès dû au Covid ou pas. Et là, tous ceux qui sont dans la théorie du complot, qui disent, bon écoutez, cette affaire-là, apparemment, c'est un moyen encore de captation de sous. Donc chacun essaie de trouver ses premiers cas de décès pour qu'au cas où il y a des financements pour les plans de riposte et tout, vous puissiez en bénéficier. Et surtout que on se rend compte que ce que la presse, dans certains médias avaient pu faire comme travail, c'est les proches eux-mêmes qui mettent en doute le fait que la dame députée c'est vraiment de la maladie à coronavirus. Donc quand c'est comme ça, pour le citoyen lambda, ça devient une information de première main, ça devient un témoignage qui est incontestable. On se dit, même si le mari dit ça, c'est que c'est vrai. Donc ça commençait déjà à devenir difficile à gérer, et les gens commençaient à avoir de moins en moins foi en certaines statistiques qui nous étaient données. Et il y avait aussi un autre épilogue,
c'est que on sait que ça touchait vraiment ceux qui voyageaient beaucoup. Et ceux qui avaient les obligations de voyage et les possibilités de voyage, alors que tout était fermé, c'était nos ministres. Il y avait certains qui commençaient à dire officiellement ils avaient été touchés. Bon, qui après aussi me disaient qu'ils ont observé ce qu'ils devraient se faire et que bon, ils aient été guéris. Et puis il y a la question de certains remèdes qu'ils auraient pris. Et les gens se posent la question de savoir, mais si eux ils prennent plus à les guérir, pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas? Parce que certains, selon les infos, on peut le prendre même à titre préventif, à titre curatif et tout. Donc, quand c'est bon pour eux, c'est pas bon pour nous. Et il y avait la polémique. Certains disent non, ils ont reconnu qu'ils ont eu à prendre, mais quand ils ont pris, c'est pas ça qui les a vraiment guéris, et ceci et cela. Donc, ça a jeté encore de l'huile au feu, ça a ajouté des problèmes, ça a ajouté des problèmes aux problèmes qu'on avait, on avait déjà. Et puis vous vous rappelez, pour le professeur Martial, il y avait un genre de tir à boulet rouge qui venait de toutes parts sur sa gestion. Et vous savez, en ce moment aussi, les points de presse sur la maladie à coronavirus étaient devenus plus importants que nos conseillers des ministres. Tout le monde s'y déportait pour assaillir le professeur de questions. Parce que tout le monde attendait des résultats ici et maintenant. Chaque pays qui avait, à un moment donné, vu le virus passer ses frontières, connaissait une évolution crescendo de ce nombre de cas et des décès. Ici, ça a été mal accepté. Mais c'est pas ici seulement, c'est un peu partout. Ça a toujours été mal accepté. Et ceux qui ont payé le lourd tribut, c'est ceux qui sont aux affaires parce qu'on trouve que c'est une incompétence. Alors que quand on regarde partout, ça a été comme ça. C'est jamais rentré et ça c'est resté stable. Ça allait jusqu'à trouver un pic et à un moment donné, on nous a même dit on va atteindre un pic et après ça va redescendre. Mais jusqu'à ce qu'on atteigne le pic, je pense que le professeur lui il lui avait demandé de plier donc ses valises. Et même ça, on a compris que au fond c'était pas forcément lui aussi le problème, puisque Dame ministre qui est venue après, elle avait aussi ses petits bobos et ses petits problèmes à gérer. D'abord communicationnels, avec de premières boudes, et même sur la question du décès, avec aussi le collectif qui entoure. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça qui ont été dites, qui font que on comprend qu'on était dans une... On y est toujours, parce que le Covid c'est pas fini. On était dans une situation où il y avait un virus qu'on maîtrisait très peu. C'est pas seulement nous. C'est-à-dire que le monde n'en savait pas beaucoup. Et nous étions obligés de fonctionner par mimétisme. On écoutait ce qui a marché ailleurs et on l'applique automatiquement. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir et vous dire, bon, on fait ou bien on ne fait pas. Vous vous rendez compte que de l'autre côté, ils sont en train de le faire sans train d'avoir des résultats probants. Qu'est-ce que vous faites? Au risque de ne pas être taxé d'irresponsables. Si d'aventure le pic va plus loin, ou bien que la situation perdure, on vous dira que votre courage n'aura été que suicidaire et que vous avez accompagné votre peuple avec votre ego. D'accord. Alors, pour la question de la prise en charge, Geoffroy le disait, chaque pays, à un moment donné, est obligé d'expérimenter des solutions endogènes. Il y a eu le débat au Burkina Faso autour de la pivirine. On a eu aussi la solution miracle venue de Madagascar. C'était vraiment un débat par rapport à ce qu'il fallait donner comme remède face à ce Covid-là. Et c'était un débat effectivement nécessaire parce qu'il fallait aller vers la recherche. Ben Abougma. Oui, c'est un débat qui est nécessaire. Nécessaire dans la mesure où il faut préserver des vies. Nécessaire dans la mesure où également on a des solutions endogènes qui peut régler un certain nombre de problèmes sanitaires que la médecine conventionnelle n'a pas pu. Donc c'était nécessaire qu'on instaure ce débat-là. Est-ce que nos tradipraticiens ont la capacité, oui ou non, de pouvoir proposer des remèdes efficaces? Est-ce que le dispositif maintenant moderne qui accompagne plusieurs tradipraticiens permet effectivement de moderniser pour le dosage et tout? Donc le débat il était effectivement nécessaire avec toute la communauté scientifique. Et donc, des instructions ont été données très rapidement. Ces messieurs-là également, quand ils ont entendu, ils ont regardé les symptômes. Et puis, d'ici, c'est sous ces symptômes, telle plante, prise dans telle condition, soit en poudre, en infusion, je ne sais pas, moi, peut régler un problème. Donc,
Ils ont pensé à, comment on appelle ça, ils ont pensé solution. Et ils sont même allés voir le Mogo Naba, à défaut d'atteindre qui de droit, pour proposer leurs services et leurs remèdes. Nous avons reçu sur notre plateau le docteur Dakio, qui est venu de Banfora à l'invitation du président pour rencontrer le chef de l'État pour exposer ses produits. Mais sur le plateau, il n'a pas accepté de dire qu'il a maladie à corona, il a un produit contre la maladie à coronavirus. Compte tenu des risques et tout, parce que pour qu'un produit soit validé, il y a plusieurs étapes par lesquelles il faut passer. Mais quand c'est un produit un traitement traditionnel, bon, c'est la confiance et puis tout. Vous n'êtes pas obligé, quand vous fonctionnez comme un tradithérapeute, vous n'êtes pas soumis au même protocole de recherche que comme quand vous voulez vraiment faire un truc moderne avec utilisation de mise sur le marché et tout. Ce n'est pas la même procédure. Mais il dit, bon, des gens m'ont appelé, m'ont dit qu'ils ont le rhume, ils toussent, ils ont ceci, je leur ai envoyé des infusettes, ils ont pris, et puis après, quelques jours, ils m'ont dit qu'ils sont guéris, c'est bon. Mais ils n'ont pas dit que c'est maladie à coronavirus. Mais à la question de savoir, est-ce que vous estimez que vous avez le remède, il dit là, lui, il n'a pas fait le test, il ne peut pas. Et ça, c'est vrai. Mais vous avez des gens qui vantent son produit, qui disent que c'est ça, mais qui va assumer ça? Même lui, il ne veut pas, et il ne peut pas, compte tenu de ce qu'il y a comme dispositif légal qui va avec. Deuxième point, le troisième maintenant, parce qu'il y a eu 3 lots. Le troisième lot, c'était la pivirine. Où le ministre avait dit que les recherches vont concerner, d'abord, ils vont réactiver la machine pour la production de la chloroquine. Ensuite, encourager, appuyer dans les recherches sur le plan traditionnel, mais ils vont tester aussi d'autres produits qui ne sont pas venus du Burkina. Ça, c'était la pivirine. Mais en même temps, dans ce domaine-là, depuis qu'on a commencé à commercialiser des produits médicamenteux, il y a toujours des intérêts d'argent. Il y a des lobbies derrière. Et ça a toujours été comme ça. Pendant au temps fort de la lutte contre le VIH-Sida, c'était ça. Des gens auraient perdu des vies pour avoir dit qu'ils ont le remède ou pour avoir réussi à soigner des gens. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent comme Drobo 2 au Ghana. Ensuite, quand la question de la pivirine était soulevée, on a vu la levée de boucliers. Donc les protocoles n'ont pas été respectés en la matière selon eux. La réglementation en vigueur n'a pas été respectée. Et l'ordre des médecins sort. Parce que l'ordre des médecins était même d'abord sorti pour dire de ne pas... La chloroquine, l'OMS n'avait pas autorisé la chloroquine. Donc non. Il y avait eu déjà cette sortie de l'ordre des médecins. Ensuite, sur la pivirine, l'ordre des médecins est sorti également. Et ils disent que ce n'est pas ce qu'ils mettent en doute ici, ce n'est pas la toxicité du produit, ce n'est pas ça. Parce que les maladies, ceux qui souffrent de VIH, ils apprennent ça en antirétroviral. Et ça baisse effectivement les choses. Donc, ce n'est pas la toxicité du produit qui est indexée, ce qui est dit dans le communiqué, mais le dispositif légal, la réglementation en vigueur, les étapes à passer pour pouvoir dire que le produit est légal là. C'est ça qui n'est pas respecté. Et donc, on ne peut pas. Et il y a même une procédure judiciaire qui est enclenchée. Des gens ont été entendus. Mais il y a des gens aussi qu'on ne peut plus, qui n'ont pas été entendus, mais qui sont là-dedans. Parce que certains sont devenus autorités, quoi. Donc ça change la donne. Parce qu'il y a eu des auditions au niveau de la gendarmerie. Nous avons eu des informations que certaines personnes ont été auditionnées, mais parmi les personnes auditionnées, il y a une qui a rejoint le gouvernement, mais qui fait partie de ceux qui avaient fait le travail, mais qui n'a pas été auditionnée. Les autres se posent la question de savoir qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne soit pas auditionnée au même titre que nous, parce qu'on a fait le même travail. Ce qu'il nous a reproché, on lui reproche également la même chose. Donc, sur ces questions-là, il ne faut pas qu'on se flatte aussi. Il y a des enjeux économiques là derrière. Ceux qui en son temps avaient osé trouver des remèdes contre le sida avaient touché l'industrie des préservatifs et beaucoup d'autres domaines. Parce qu'en ce moment, on ne parlait même pas d'antirétroviraux. Donc aujourd'hui, vous réglez le coronavirus, vous touchez à beaucoup d'intérêts cachés, gel hydroalcoolique. Certains maintenant qui sont devenus des experts et qui passent leur temps à donner des formations, à animer des conférences. Et nous
qui nous en occupons sur le plateau, ça va nous faire des sujets de moins président. Donc, à un moment donné, ça devient un business. Aujourd'hui, les frontières sont fermées. Mais il y a un nouveau business qui est né à partir de la fermeture des frontières. Les populations sont toujours résilientes en fonction de la situation pour pouvoir amasser. Et donc, c'est ce que nous sommes, c'est la conséquence effectivement de ce que nous sommes en train d'assister. Maintenant, on a eu effectivement des autorités dont le comportement à un moment donné, on laissait à désirer, mais la population elle est indisciplinée aussi. Même en Côte d'Ivoire, par exemple, vous regardez, quand des gens ont été mis en quarantaine, les personnalités sont allées soulever leurs enfants, qui leurs femmes, qui leurs enfants. Les Assalfo étaient obligés de venir demander pardon aux Ivoiriens parce qu'ils sont allés retirer leurs proches. Vous comprenez ça? Ils sont allés retirer leurs proches parce que bon, quand ça suffit chez toi un peu, tu es devenu fort. Bon, voilà. Donc, des hommes politiques étaient du lot. Donc des artistes comme des artistes monsieur étaient du lot, ça c'est en Côte d'Ivoire. Au Burkina également, on a mis des gens en quarantaine qui ont détalé, les étudiants ont détalé, des hommes d'affaires ont détalé. Et ce n'est pas seul, ce n'est pas ici seul. Ils détalent, non, c'est pas la peine, voilà. Donc, mais au fur et à mesure, ça a commencé à comprendre, à aller. Mais comme le coronavirus n'a pas suffisamment d'ailleurs fouetté chez nous, comment on appelle ça? Parce que le pronostic qui s'annonçait, c'était très alarmant. Et ça fait quand vous lisez, vous avez des sueurs froides, vous dites, tout ça là, ça va venir, on va faire comment? C'est comme si chaque jour, c'est des enterrements à ne pas finir. C'est arrivé, mais bon, il y en a qui disent c'est compte tenu du climat, de la nature, je ne sais pas, mais bref, en tout cas, les résultats sur le continent, par rapport aux autres continents. Mais le comportement, je dis bien également, de Burkina Faso, il a été pour beaucoup. Il y a un qui travaille avec les agents de santé qui m'a dit les maladies liées à, comment on appelle ça, à l'impropreté, les messales, les questions de diarrhée qui sont provoquées, ces maladies-là avaient baissé. Parce qu'à un moment donné, tout le monde se lavait les mains à longueur de journée. Donc les contagions par ce canal-là avaient drastiquement baissé. Les maux de ventre des enfants, on a dit, on se rend compte que c'est dû à ces choses-là. Donc ça a aussi permis de régler d'autres problèmes sur le plan sanitaire. D'accord. Alors juste voilà, c'est vrai que tantôt on a rappelé la capacité de résilience des populations. Cette crise aussi a révélé le génie des uns et des autres. Les gens se sont vraiment adaptés. On a vu dans plusieurs domaines des innovations qui ont été apportées pour faire face à la pandémie. Dans le domaine culturel, on a vu des concerts 2.0, des concerts virtuels. Au niveau de l'administration et même dans le milieu du travail, il y a le télétravail qui a été développé, autant d'initiatives qui montrent que quelque part aussi on a su prendre le dessus sur la maladie et comme quoi il fallait s'adapter, vivre avec la maladie parce qu'on n'avait pas de solution en termes de remèdes et sur le plan médical. Oui, c'est clair. Quand vous regardez, on n'avait pas d'autre choix à un moment donné. Vu que, regardez la guerre des Kachinés au niveau des grandes puissances, c'était sur le tarmac des aéroports. Et nous, on était vraiment loin de ce débat-là. Donc, on se posait la question, c'est pas mieux, on va trouver nos solutions entre nous ici. Et puis, vous voyez la course vers le remède. Bon, l'Afrique atteint un regard parce que les quelques solutions dont se targuaient certains donc chercheurs du continent, bon, aux yeux du monde, n'étaient que risibles. Et donc, pour finir, vous vous dites, à un moment donné, écoutez, c'est une maladie comme toute autre, et il y a un moyen qui ne coûte pas cher de pouvoir encasser l'évolution. Et je crois que tout le monde s'est remis à la question de voir quelles sont les mesures qui sont à prendre. Et je pense que c'est là où les choses se sont un peu corsées. Et comme je le disais à un moment donné, on a nos économies qui ont leur caractère assez particulier, qui est fait fortement dans les grandes agglomérations de petits métiers, et donc qui rendent difficile certaines mesures comme la fermeture des marchés ou les questions de rester chez soi et tout ça. Donc ça devenait très, très difficile. Vous regardez, il y a certains pays, par exemple, comme on pourrait parler du cas du Bénin, qui ont courageusement décidé que leurs économies ne pouvaient pas supporter le contre-coup d'une décision pareille. Donc ils ont
plutôt maximisé sur les mesures barrières, laver les mains, porter le cache-nez et tout, mais sur pour certaines questions économiques, ils ne pouvaient pas aller plus loin que cela. Ils ne pouvaient pas fermer des marchés, ils ne pouvaient pas faire certaines choses. Mais regarde, aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, le problème c'est que quand vous regardez les chiffres, on ne peut pas dire de façon uniligne comme ça que celui-là a eu raison, celui-là a eu tort. Le nombre de cas au Bénin, ils sont encore à 6 000 et quelques. Ils sont à 6 000 et quelques cas pour 81 décès. Nous, on a été très regardant sur les mesures, on a fermé les marchés, on a fait un certain nombre d'éléments. On est à combien de cas aujourd'hui? On a 143 décès, le double, et on a en gros un peu plus de 12 000 cas, le double du Bénin. Vous prenez aussi la Côte d'Ivoire qui a appliqué pratiquement aussi les mêmes mesures, elle a plus de 30 000 cas. Pour combien de décès, si ma mémoire est bonne, je trouve même, c'est un peu comme le Sénégal aussi. Le Sénégal aussi est à 36 000 cas pour près de 900 et quelques décès. Vous prenez le Ghana, c'est plus de 86 000 cas pour combien de décès? Vous n'avez même pas, vous avez quoi, 600, alors que quand vous prenez le nombre de cas, par exemple le Sénégal, où on nous a prêché qu'il y avait, parce qu'ils étaient les premiers aussi pour les questions de tests et tout, il y avait un institut qui permettait d'avoir les réactifs et tout. Donc on a trouvé que le Sénégal quand même nous donnait la leçon sur la question de la recherche dans le domaine médical et des propositions notamment sur la question du Covid. Mais là-bas, on a vu aussi que ça n'a pas forcément, permis de contenir autant et d'avoir moins de décès. Parce que si au Ghana vous êtes à 86 600 décès, au Sénégal vous êtes à 36 000 et vous avez près de 900 décès, vous comprenez que ça veut dire qu'on meurt plus de la maladie au Sénégal qu'au Ghana. Donc je dis, quand vous regardez quelquefois les chiffres, vous vous dites, bon, est-ce que telle méthode, c'est celle-là qui était la bonne ou pas? Je crois que on a eu la chance, pour ce qui est du continent, d'avoir été épargné dans une certaine mesure et d'avoir eu, je ne sais quoi, climat ou quoi que ce soit, ou bien c'est notre métabolisme en lui-même qui répondait au mieux lorsqu'il contractait la maladie. Mais je dis, on a eu cette chance-là, sans savoir pourquoi, de n'être pas aussi impacté et de n'avoir pas été aussi impacté que l'Europe ou bien l'Amérique. Ça, il faut le prendre comme ça. Mais je pense aussi qu'en la matière, il y a eu le courage, quoi qu'on dise, de nos décideurs, à un moment donné, de se dire qu'on ne va pas attendre que le pire arrive, il faut s'assumer. Ce qui a marché ailleurs, on va essayer de l'appliquer ici en le tropicalisant. Et à la vérité, vous vous rappelez, nous était la période dure où pour comment est-ce qu'on appelle ça, les couvre-feux et tout, on voyait des gens dans les vidéos circulaires qui dansaient et tout. Bon, après, ça s'entendait, ça se comprenait, on trouvait le moyen je ne dirais pas de contourner la loi, mais d'être moins restrictif. Et je crois que avec les pressions, l'autorité aussi a été assez large pour comprendre qu'il fallait permettre un certain nombre d'éléments. Vous rappeliez les sorties notamment des commerçants, ça n'a même pas duré que les marchés ont commencé à ouvrir et tout, parce que il y a une réalité, c'est que les autorités ont été sensibles aussi à ce que il ne faut pas. C'est pas rester à la maison et mourir, il faut sortir aussi manger, voilà. C'était une conjugaison des choses qu'il fallait avoir. D'accord. Alors dans ce plan de riposte proposé par le Burkina Faso, pour certains il faut également voir le verre à moitié plein au regard des efforts qui ont été, je dirais, faits par les autorités dans cette lutte-là. Alors aujourd'hui, l'inquiétude de la communauté, ça sera ma dernière question pour le juge Bougouma, la communauté scientifique et même pour certains, c'est les nouvelles variantes qu'on a de cette maladie. On parle du cas brésilien et sud-africain, il y a aussi le cas britannique. Est-ce qu'il y a à craindre justement pour nous, nos pays, justement avec ces cas qui, dit-on, sont assez dangereux? C'est d'ailleurs ces nouvelles variantes qui ont fait que l'Allemagne tout récemment a encore fermé ses frontières et l'Allemagne est en train de suivre les critiques des autres États de l'Union européenne. Effectivement, les variantes font craindre, mais bon, je pense que la crainte c'est la même chose. La crainte de la coronavirus, de la maladie, aussi bien que ces variantes. Ce qu'il y a, variante ou pas, c'est de ne pas baisser la garde, c'est rester toujours vigilant et d'observer les gestes barrières. Il n'y a pas que ça. De mon point de vue, le meilleur remède déjà, c'est ça.
c'est déjà prendre des dispositions à son niveau pour se protéger et protéger les autres. Donc, que ce soit une variante ou que ce ne soit pas une variante, chacun a une responsabilité à assumer, puis c'est tout. Merci, juge Bougma. Merci aussi à vous, juge VAR, pour ces différentes clés de lecture. Nous avons souhaité en tout cas avoir la lecture du CORUS, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, par rapport justement à la réponse apportée par le Burkina Faso. Malheureusement, notre invité nous a fait vos bons, mais ce n'est que partie remise. On dit merci à vous qui nous avez suivis pour cette convocation. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités à commenter, surtout à juger avant justement de condamner, comme on le dit. Excellente journée en compagnie des médias leaders True TV et Watt FM.